Donc, je présente les intervenantes de la première communication. Donc, Myriam Cour-Drouard, archiviste chargée du service éducatif et de l'accueil des groupes aux archives du Doubs à Besançon, et Bénédicte Ponceau, professeur d'histoire-géographie en lycée, missionné par la DRAEAC, éducation artistique et culturelle en région académique Bourgogne-Franche-Comté, aux archives du Doubs. Et elle nous présente l'atelier presse locale et société de la fin du 19e au 21e siècle aux archives départementales du Doubs. Alors, il va falloir que je retrouve les archives, parce que ça a été perdu, ce que je pensais. Excusez-moi, je vais refaire une petite... C'était l'intérêt d'épingler. Tout a été refermé. Vas-y. Myriam se branche sur le site. Je vais introduire avec notre démarche globale sur l'accueil des élèves. Donc nous, notre objectif, c'est vraiment de faire venir les élèves aux archives. Donc vous allez voir, on va juste présenter rapidement sous forme numérique. Et puis après, on a fait, ça doit être totalement anti-pédagogique pour aujourd'hui, mais c'est soi-disant pédagogique quand il y a les élèves. On a amené notre matériel pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu des manipulations qu'effectuent les élèves dans nos ateliers. Je vois que Myriam s'est branchée, donc je lui cède la parole. Oui, donc là, je vous fais une rapide présentation générale de nos ateliers et nos activités sur place aux archives, sachant qu'à chaque fois qu'on propose un atelier, on propose toujours une visite de notre bâtiment. Ensuite, voilà, le système, c'est d'alterner donc une visite du bâtiment avec un atelier. Et là, on a depuis quelques années développé un certain nombre d'ateliers avec Bénédicte qui sont proposés donc du primaire jusqu'au lycée. Alors, je vais prendre le médian, je vais prendre les collégiens. Voilà. Alors pour les collégiens, on a suivi bêtement les niveaux de la 6e à la 3e. L'idée étant de couvrir toute... on a un peu du mal avec les 6e parce qu'avec les archives, c'est difficile de trouver des créneaux, mais on en trouve quand même via la géographie et par exemple l'histoire des paysages. Voilà. Ces ateliers, souvent, ils ont pris naissance avec les expositions qu'on propose aux archives, mais quelquefois d'autres, comme celui sur la presse, n'a aucun rapport avec les expositions qu'on propose aux archives départementales. Pour les 5e, ce qui semble logique, on travaille sur le Moyen-Âge. Donc là, on propose 4 ateliers pour donc les élèves. On les propose aussi évidemment aux classes de primaire en cycle 3. Et ces ateliers peuvent être tous utilisés par les primaires. Donc pour la 4e, c'est les élections, puisque là on retrouve ça dans le programme d'histoire et aussi de MC. Alors voilà, on en vient à notre atelier presse et société qui est proposé donc au 4e, 3e. Donc là, je vous montre la version collégien, mais évidemment, on a fait pour cet atelier, de la même façon qu'on l'a fait aussi pour les élections, une version pour les lycéens. Alors je passe vite parce que tout à l'heure, de toute façon, Bénédicte vous expliquera un peu le contenu de chaque activité proposée dans les ateliers. Alors, je vais mettre un petit peu l'accent quand même sur cet atelier dont on est assez fiers, faut le dire, qui est une reconstitution de procès. Et la presse a pu nous servir, puisqu'en fait, même l'acte d'accusation qui sert de base pour la reconstitution d'un procès aux assises, on l'a récupéré dans la presse locale. Et on s'est assez vite rendu compte que
Ce procès, qui est un procès assez classique de parricide, les faits étaient relatés dans un certain nombre de journaux au niveau national, voire dans d'autres régions. Donc c'était intéressant aussi de voir les retentissements qu'il y a pu y avoir de ce procès qui a eu lieu en 1873. Donc l'idée de notre atelier, c'est de reconstituer le procès en question en faisant intervenir toute une classe, alors que ce soit des collégiens, donc on est au niveau des 3e, et surtout des lycéens. Et donc ça se fait sur une journée. Et la presse, d'ailleurs, fait partie d'une des activités qu'on propose pour la découverte de ce procès, puisqu'on essaie de remettre dans le contexte les élèves de la presse locale. Et donc ils travaillent sur un journal qui est d'ailleurs aussi utilisé pour l'atelier presse, qui s'appelle le Courrier franc-comtois. Voilà, donc c'est un peu d'ailleurs par le biais de cet atelier qu'on a créé ensuite l'atelier sur la presse. Alors après, bien sûr, la presse, on peut aussi l'utiliser pour d'autres thématiques. On l'utilise pour l'atelier résistant, pour l'atelier femmes, je crois. Non, l'atelier élection, puisqu'on montre les débuts du vote des femmes et comment c'est annoncé dans la presse locale. J'essaie de refaire le lien à chaque fois avec la presse. Bon, pour l'atelier sur la recherche des poilus, là, non, on n'a pas du tout utilisé la presse. Voilà. D'autres ateliers, donc portrait de femmes. Et bien sûr, on propose des ateliers à la carte pour les enseignants qui le souhaitent. Voilà. Alors, pour en revenir à notre atelier, donc presse locale et société 19e, 20e, voire 21e siècle, puisqu'on va jusqu'à un journal local et le quotidien le plus lu dans la région Franche-Comté et aussi en Lorraine, donc l'Est républicain, avec l'édition de Besançon. On a élaboré cet atelier un petit peu aussi à la demande des profs documentalistes des collèges et des lycées qui étaient intéressés par le fait que nous aussi, en tant que service d'archives, on pouvait apporter notre pierre à l'éducation aux médias. Et ça a très vite fonctionné parce qu'en discutant avec eux, on sentait qu'il y avait de la demande. Et de fait, on a développé cet atelier à partir de là. Et ça fait d'à peu près 4 ans, cette fois-ci, qu'on l'a créé. Donc, il fonctionne très régulièrement, alors avec des collégiens et des lycéens. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Au niveau des ateliers, chaque atelier doit tenir dans un programme d'1 heure, sauf l'atelier reconstitution du procès, là, qui dure toute une journée. Sinon, donc, pour chaque atelier, c'est un programme d'1 heure, donc il faut que tout rentre en 1 heure, et il faut surtout que les élèves puissent travailler sur des activités par petits groupes. Donc l'idée, ça a été à chaque fois, pour chaque atelier, de faire 4, 5, 6 activités pour les lycéens, parce que les lycéens sont plus nombreux que, comme vous le savez, que les collégiens. Donc il faut que on puisse accueillir à chaque fois une demi-classe dans le cadre de ces ateliers. Et chaque activité dure en moyenne 15-20 minutes. L'idée n'est pas qu'ils fassent toutes les activités qu'on propose, mais plutôt qu'ils en fassent 2, voire 3 si tout se passe bien. Mais en général, on tourne autour de 2. Les meilleurs élèves peuvent en faire 3. Mais c'est un peu l'idée. Et puis après, il y a un échange qui se fait, alors soit sur place quand on a le temps, soit il se fait en classe à la suite. Voilà. Ce que j'oubliais de dire, c'est que, par exemple, dans le cadre de notre atelier presse, quand on fait la visite du bâtiment, bien sûr, on va dans la salle où sont conservés les périodiques, les journaux locaux, parce qu'on a une autre salle pour les autres périodiques, et il faut prendre conscience aux élèves de ce qu'est vraiment la presse, même du 20e, même du début du 21e siècle, parce qu'on se rend compte très vite que les élèves, souvent, ignorent ce qu'est un journal, tout bêtement. Donc là, on repart parfois
complètement à zéro. Puis d'autres, bien sûr, en ont vu dans leur famille, mais ça devient de plus en plus compliqué pour eux d'accéder donc à la presse papier. Voilà. Donc je cède la parole à donc voilà, sur cet atelier presse, l'idée c'était de faire comprendre aux élèves plusieurs choses. C'était de faire comprendre comment la presse reflète son époque, comment la presse reflète l'évolution dans le temps des époques et de la manière de vivre, comme on a pu aussi le voir à travers l'affaire Dreyfus, et puis comment la presse locale en elle-même évolue dans son contenu. Donc c'était nos 3 objectifs. Ces 3 objectifs sont déclinés sur 4 journaux et 4 temporalités différentes. Donc le Courrier franc-comtois 1874, l'Éclair comtois en 1926, le Comtois en 72 et l'Est républicain de 2020, puisque ça doit être l'année de création de cet atelier. À chaque fois, donc, les élèves vont travailler sur des reproductions, parce qu'évidemment, il y a quelques petits risques sur leur confier les journaux en propre, mais ils peuvent avoir accès dans la salle aux journaux pour que le fait de se déplacer aux archives, il y ait vraiment une plus-value, et puis qu'ils puissent quand même voir ces journaux, voir les feuilleter sous surveillance quand même d'un adulte. La confiance est évidemment de mise, mais tout de même. Donc 4 activités, 5 quand on a les lycéens pour pouvoir accueillir des classes à 32, 33, 34, 35 élèves. Donc pour l'activité 1, on travaille sur les unes de ces 4 journaux et on a un objectif. Cet objectif, c'est que en fait, les élèves se rendent compte que la une des journaux favorise de plus en plus l'information locale, favorise de plus en plus l'image et puis de moins en moins le texte. Voilà, il suffit juste de... On a pris évidemment une qui nous rendait bien service. C'était la une de l'affaire Dalval. Je pense que le fait divers est arrivé au-delà des frontières du Doubs. De ce fait, en comparant avec la première une de la fin du 19e, ils ont tout de suite un éclairage sur l'évolution de la presse locale à travers la une. Et donc, ils ont à manipuler pour mettre les unes sur une chronologie et puis sur une tendance qui reprend cette idée d'image de plus en plus présente. L'activité 2, comment la presse me raconte son époque, je vais la développer à peine plus. Donc là, l'objectif, c'est de montrer un petit peu, les faire comme s'ils étaient un petit peu des chercheurs, des historiens et des historiennes, leur faire comprendre qu'à travers un journal, on a évidemment non seulement l'information en tant que telle, ça ils le savent, même si ils ont un accès un petit peu moins courant à la presse que les générations précédentes, mais qu'au-delà de l'information même, c'est-à-dire du fait qu'il y a pu se passer, on a accès à véritablement l'ambiance de l'époque, les mentalités de l'époque, et puis les grands phénomènes socio-économiques et technologiques de l'époque. Donc évidemment, comme on colle aussi un petit peu au programme, c'est un petit peu l'objectif quand même, on leur fournit une petite chronologie comme ça des révolutions industrielles, et puis à charge pour eux de remettre tout d'abord les titres des journaux sur la chronologie, évidemment, et puis ensuite d'aller chercher dans les journaux les informations qui leur permettent de comprendre justement ces révolutions industrielles à travers la presse, et notamment, évidemment, on leur demande d'aller plutôt voir les publicités. Et bon, bien sûr, dans le journal de 1876, ils vont trouver des publicités sur les machines à vapeur qui, heureusement, ils ne retrouveront pas dans le journal de 2020. Mais là, évidemment, ils vont avoir toutes les adresses Facebook possibles qu'on peut imaginer, mais aussi dans les thèmes. Le surgissement, je fais aussi le parallèle avec l'affaire Dreyfus, et puis la petite anecdote, mais sur les féminicides, par exemple, toutes les problématiques autour du genre, qui ne vont évidemment pas apparaître du tout dans les autres journaux. Alors pour nous, évidemment, ça paraît totalement évident ce que je vous raconte, mais en écrivant, en cherchant sur des journaux qui sont vraiment d'époque, ils arrivent comme ça à comprendre en fait cette démarche de l'historien et comment ce journal est représentatif de l'époque. L'activité 3,
c'est véritablement quelles informations, cette fois-ci, on trouve dans la presse locale. Et là, l'objectif, c'est de leur montrer comment la presse locale, alors je ne sais pas comment le dire, devient de plus en plus locale, puisque au XIXe siècle, la presse locale est aussi une presse nationale. C'est un accès aux informations nationales et internationales. Et comment aujourd'hui, cet aspect-là, c'est un peu perdu dans la presse locale, ça reste présent, mais il n'est évidemment pas cette information-là qui est prioritaire. Et puis on essaye de les faire réfléchir, pourquoi aujourd'hui la presse locale n'est pas évidemment le média de préférence pour accéder à ces informations internationales et nationales. L'atelier 4, alors même si on essaye d'utiliser le moins possible le numérique aux archives du Doubs, c'est un vrai choix, voilà, c'est aussi pour les décrocher de leur téléphone, c'est un vrai choix pédagogique. Mais quand même, l'activité 4, on s'est dit, c'est pas possible. Donc, quelle information dans la presse numérique? Et là, on utilise donc le site de l'Est républicain, avec comme objectif de leur montrer comment il y a une différence entre presse papier et presse numérique, et aussi quelle est la richesse de la presse numérique, mais aussi quels sont tous ces pièges, et notamment voilà, en les faisant réfléchir notamment par rapport au contenu dit sponsorisé, et comment la publicité est évidemment partout, et comment peut-être faut-il s'en méfier un tout petit peu. L'activité 5, je vais vous la décrire un tout petit peu plus aussi, c'est l'activité pour les lycéens. Là, pour leur faire comprendre comment fonctionne une société, les différences entre les époques, on a choisi quelque chose d'assez gai, puisque c'est les avis de décès, pour leur faire comprendre en fait les grandes différences de la société de la fin du XIXe siècle avec la nôtre aujourd'hui. Et à travers les avis de décès, ils doivent identifier combien il y a d'enfants qui sont morts-nés, combien il y a de jeunes adultes qui sont morts, etc. Et combien, au contraire, l'espérance de vie, évidemment, a augmenté. Et combien des âges avancés, désormais, je ne sais pas jusqu'à quand, des âges avancés auxquels on décède dans notre société, évidemment, ces personnes-là n'existaient même pas au XIXe siècle. Voilà, donc on a comme ça des objectifs un petit peu plus difficiles, puisque là, on ne passe pas à travers l'image, mais à travers des chiffres pour les lycéens que pour les collégiens. Donc cet objectif-là, globalement, on l'a testé sur les collégiens, les lycéens. Le dernier atelier qui a eu lieu, c'était l'année dernière. C'est juste, du coup, comme c'est une de mes collègues qui y est allée, je peux témoigner que ça avait bien marché. Les élèves avaient bien accroché. Et puis, ils s'étaient vraiment imprégnés de cette presse. Et ils étaient assez heureux de pouvoir manipuler les journaux. Et puis, aussi, je vais vraiment témoigner en tant que pédagogue et enseignant, souvent ils sont ravis, mais vraiment ravis, de visiter les archives et de découvrir comment fonctionne en fait l'archivage, parce que pour eux c'est un monde totalement inconnu. Et ils en reviennent souvent assez réjouis, et c'est assez réjouissant quand on est enseignant de trouver encore des lieux qui peuvent épater les élèves, et de faire ces visites en même temps, ateliers et visites des archives. C'est vraiment des moments enrichissants pour eux. Et de les faire aller au contact des archives, c'est quelque chose d'assez, en fait, exotique. Et qui a un petit côté un petit peu merveilleux pour eux, parce que c'est tout un monde qu'ils ne connaissent pas. Voilà. Donc j'espère qu'on a laissé assez de temps pour Madame... Il n'y a pas de problème, on est bien dans les temps, tout va bien. Donc, je vous propose de passer à la dernière intervention, et on fera les questions ensuite. Donc, nous allons accueillir Dorothée Royot, chargée des actions éducatives et culturelles et assistante de conservation à l'écomusée de la Bresse. Et pour une communication qui va fonctionner, j'imagine, en résonance avec la précédente, puisqu'elle va nous présenter l'atelier du journal, histoire de la presse et expérimentation à l'écomusée de la Bresse bourguignonne. Bonjour à toutes et à tous. Merci déjà pour cet accueil.
Donc moi, je travaille effectivement à l'écomusée de la Bresse bourguignonne. Donc avant de faire le focus peut-être plus sur l'atelier d'un journal, l'écomusée de la Bresse se situe en Saône-et-Loire, donc à l'est de la Saône-et-Loire. Et donc un écomusée, c'est un musée qui va traiter d'un territoire et qui va étudier en fait un territoire sous tous ses aspects. Et la particularité, nous, de notre écomusée, c'est que en découle en fait une dizaine de sites. Donc, qui sont répartis vraiment un petit peu partout sur le territoire bressan. Donc, le plus connu, c'est le château de Pierre de Bresse, donc, qui est un peu la maison mère de l'écomusée. Donc, c'est vraiment là, quand vous venez le visiter, vous découvrez la Bresse sous ses aspects environnementaux, historiques, architecturaux. Et ensuite, vous avez en fait des musées thématiques. Et entre autres, dans ces musées, on a notamment cet atelier, donc nous on appelle le musée de l'imprimerie, qui se situe à Louhans, donc au cœur de la ville de Louhans. Et ce musée, il est unique pour plusieurs raisons. C'est un musée in situ, donc c'est-à-dire que le musée est venu s'installer à l'endroit même où autrefois il y avait un atelier d'impression de journal. En plus, toutes nos presses, toutes nos machines sont en état de fonctionnement. Donc, ce qui veut dire que nous, quand on reçoit des groupes, on peut les mettre en route. Et c'est en plus un atelier complet d'une imprimerie au plomb, donc de la composition jusqu'à l'impression. Donc ça, c'est vraiment la particularité de ce musée. Et pour nous, c'est un formidable outil pédagogique. Donc avant peut-être d'expliquer ce que l'on fait, notamment avec le jeune public, et ça va pas mal sur... On va retrouver des choses par rapport aux archives tout à l'heure. Je vais peut-être déjà vous raconter un petit peu l'histoire quand même de cet atelier. Donc le journal qui est imprimé à cet endroit, c'est le journal L'Indépendant du Louhanais et du Jura. Donc c'est un journal qui a été créé en 1878 dans le nord de la Bresse, à Pierre de Bresse, par un géomètre qui voulait permettre à tous les Bressans d'avoir de l'information sur ce qui se passait au niveau national et international. Donc il a créé ce journal, puis très vite il l'a délocalisé et il est venu s'installer à Louhans, donc rue des Dodanes, donc il s'est installé là en 1881 et l'atelier a fonctionné jusqu'à sa fermeture en 1984. Donc le journal a été imprimé pendant plus de 100 ans à cet endroit-là. Donc là c'est une vue, je vais juste vous défiler quelques images du musée pour vous donner un peu une idée. Donc ce journal qui donc, est arrivé à Louhans en 1881, au départ était un tri hebdomadaire et était publié à peu près à 300 exemplaires, jusqu'à l'arrivée d'un rédacteur qui a été important pour le journal, qui s'appelait Jules Fézy, qui a été rédacteur en chef de 1910 à 1955, et qui lui a vraiment fait évoluer le journal, déjà en modernisant son atelier, en achetant des machines plus performantes. C'est lui qui va faire ce passage entre la typographie manuelle et la typographie mécanique. Donc ça va être important. Il va commencer aussi à racheter les autres journaux qui paraissaient dans l'arrondissement de Louhans pour avoir un lectorat plus important. Ce qui fait que dans les années 30, le journal tirait à 17 000 exemplaires. Donc on est quand même sur un tout petit territoire. La Bresse, il y a 80 communes, c'est pas très très grand. L'Indépendant va essayer de s'implanter dans le Jura en créant une agence à Lons-le-Saunier, mais ça n'a pas vraiment marché parce que c'était un journal qui était radical socialiste à la base. Le Jura était plus catholique. Donc même si aujourd'hui, il porte toujours dans son nom, le Jura apparaît encore. Et on peut le trouver aujourd'hui encore du côté de Lons-le-Saunier. On peut l'acheter. Donc Jules Fézy va vraiment être très important en fait pour l'histoire de ce journal. Et c'est aussi lui qui va changer sa ligne éditoriale à la sortie de la guerre, comme vont faire beaucoup d'autres journaux locaux, puisque d'autres médias étaient arrivés. Donc il y avait une concurrence. Donc il va décider de plutôt s'axer sur le local, ce que vous disiez juste tout à l'heure. La famille Fézy a eu aussi été très importante parce que c'était des résistants. Donc pendant la Seconde Guerre mondiale, l'atelier fonctionnait la nuit pour imprimer aussi des tracts pour la résistance de Bourgogne notamment. Et à la fin de la guerre, une fois que Jules Fézy va mourir, c'est son fils qui va reprendre. Puis après, dans les années 60, le journal va être racheté par le groupe Le Progrès.
Donc il va continuer de se développer et le journal sera imprimé ici dans ces lieux jusqu'en 1982. Date à laquelle on arrête de l'imprimer ici, tout simplement parce que le matériel qui était flambant neuf au début du XXe siècle devenait obsolète en fait, parce qu'il utilisait encore le plomb, donc voilà, c'était plus possible. Mais aujourd'hui, donc le journal existe toujours, c'est un bi-hebdomadaire. L'équipe rédactionnelle est toujours sur Louhans, donc ils ont leur bureau pas très loin du musée, juste un petit peu plus haut dans la rue. Et le journal est imprimé du côté de Chassieux, donc là où est imprimé à peu près tous les journaux de l'Est de la France, puisqu'il fait partie maintenant du même groupe que le journal de Saône-et-Loire et le Progrès. Donc pour nous, en fait, ce musée, c'est un musée qui accueille énormément de groupes scolaires. Je crois qu'on est à plus de 60%, donc, avec des groupes scolaires de tout âge. Donc on commence même très tôt avec des maternelles. Alors là, c'est plus pour travailler sur les notions techniques, l'imprimerie, les lettres, la typographie. Pour les primaires, on va aussi travailler sur l'éducation aux médias, avec qu'est-ce qu'un journal, comment on travaille dans un journal, etc. Comme pour vous, on a énormément aussi de collèges et de lycées, puisque ça fait partie des programmes. Mais l'une des choses aussi que l'Écomusée a développé, ce sont des projets en fait, que l'on porte sur l'année avec des écoles, c'est-à-dire qu'on va suivre une classe ou plusieurs classes sur plusieurs séances sur toute une année. Et là, nous, on utilise la même méthode que l'EAC, l'éducation artistique et culturelle. Donc on va travailler avec les 3 piliers, qui sont les verbes rencontrer, fréquenter et pratiquer. Et la chance que l'on a, c'est que comme le journal existe toujours, on a un partenariat avec l'équipe rédactionnelle actuelle. Donc, ce qui fait que le rédacteur en chef, les journalistes viennent à la rencontre des élèves. Donc ça, c'est un vrai plus pour nous. Ils vont fréquenter, en plus de ça, un lieu de diffusion culturelle, un musée. Donc ça, c'est pour nous aussi très important. Donc, et en plus, on va pratiquer. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Alors, parfois, ils vont pouvoir directement imprimer. Ça, c'est cette chance, parce que vu que toutes nos presses fonctionnent, ils peuvent faire de la composition typographique, ils peuvent imprimer des affiches, ils peuvent imprimer des cartes postales et repartir avec. Mais on va aussi aller plus loin et on va aussi de temps en temps, alors tout dépend des années, des projets, souvent ça c'est en lien avec l'enseignant. On discute en début d'année et on voit ce qu'on peut faire ensemble. Moi j'ai des classes qui ont déjà créé des journaux. Là par exemple l'année dernière on avait 2 classes de 4e, une classe travaillait sur une une à la manière du 21e siècle et l'autre classe travaillait sur une à la manière du 19e. Et ensuite on a confronté le travail des 2 classes en sachant que ceux qui étaient en quête, enfin qui ont travaillé sur la une 19e ont pu imprimer sur nos machines la une 19e, ce qu'on n'a pas pu faire avec la une 21e, bien sûr. Donc ça, c'est vraiment un vrai plus que l'Écomusée propose. On a déjà travaillé sur des clips vidéo aussi, où les élèves vont eux-mêmes interviewer les journalistes, les rédacteurs, les correspondants de presse aussi, puisque nous, on est en milieu rural, donc dans un journal local, les correspondants de presse sont très importants aussi. Donc on leur fait découvrir ce métier. Souvent, ce sont des gens qu'ils connaissent parce qu'ils les voient souvent dans les écoles, mais ils ne connaissent pas vraiment le métier. Et on a également fait des jeux de société, par exemple. Donc on a un jeu de société qui a été créé par une classe sur l'histoire de la presse. Et aujourd'hui, ce jeu a intégré le parcours du musée. Donc ça, pour nous, c'est toujours aussi important dans nos projets avec les scolaires qu'il y ait une restitution et une vraie valorisation du travail de l'élève. Donc c'est qu'à chaque fois, on organise un moment où les élèves peuvent présenter soit à d'autres élèves, soit à leurs parents, soit au public aussi, leur réalisation. Et quand on le peut, si les outils que les élèves ont créés peuvent intégrer le parcours muséal, c'est encore un plus pour nous qui est quand même indéniable. Donc, voilà, par exemple, là, pour vous montrer là, cette photo, c'est la presse la plus récente que l'on a. Donc, la presse la plus ancienne date de 1860 et celle-ci est de 1960. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de presse plus récente autre que celle-ci, donc, ce qui explique aussi la fermeture de l'atelier.
Donc quand vous arrivez à Louhans, c'est vrai que, c'est ce que je disais tout à l'heure à midi, c'est qu'on ne se rend pas forcément compte qu'il y a un musée, mais le musée est très très grand, il est tout en longueur comme ça, et c'est vrai que c'est assez impressionnant d'arriver dans cette enfilade par exemple de presse, et la force aussi du musée, c'est sa scénographie, même si on ne peut pas vraiment dire que c'est une scénographie, parce que finalement tout est resté tel quel. Donc il n'y a pas eu besoin de travailler avec des scénographes. Et c'est ça qui est intéressant. Et comme en plus les presses fonctionnent, vous avez l'odeur de l'encre, on peut remettre les bruits aussi. Donc on peut mettre en route les machines pour que les enfants, mais les visiteurs en général, se rendent compte aussi de ce que c'était de travailler dans une imprimerie autrefois. Souvent c'était des métiers où ils étaient debout, où il y avait beaucoup de bruit, ils utilisaient des produits qui étaient quand même dangereux. Là, nous, il y avait quand même le plomb qui était très présent aussi. Donc ça permet aussi d'expliquer aux visiteurs tout ça. Et aussi la grosse force du musée, c'est que quand l'atelier a fermé en 1984, tout devait partir à la benne en fait. Et c'est l'Écomusée, qui est une association qui existait depuis peu, puisque l'Écomusée a été créé en 1981, qui a sauvegardé ce patrimoine avec l'aide de la municipalité de Louhans, et notamment les archives du journal. Donc on a la chance d'avoir toutes les archives du journal depuis 1878 jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il existe toujours, qui ne sont pas numérisées, parce qu'on m'a posé la question tout à l'heure. Et c'est aussi un formidable outil. Là, par exemple, nous, on a fait une exposition sur la Seconde Guerre mondiale au château de Pierre de Bresse. On a des historiens qui étaient commissaires de l'exposition qui ont été éplucher le journal et qui ont pu se sortir des articles pour parler de cette thématique. Donc ça, c'est vraiment une chance que nous, on a aussi également dans ce musée. Et donc, du coup, vous voyez, les visiteurs peuvent manipuler, peuvent composer. Donc, tantôt, ils deviennent typographes, après imprimeurs aussi. Donc, c'est vraiment un musée où le visiteur est acteur vraiment de sa visite. Donc, quand c'est des visiteurs qui viennent en visite libre, on leur propose un audio-guide forcément, parce que c'est quand même un musée technique. Donc, il y a quand même des notions qui ne sont pas si simples. Quand on voit une enfilade de presse, ce n'est pas toujours aisé de comprendre à quoi elle pouvait bien servir. Mais souvent, en fait, on propose des visites guidées, et avec les médiateurs, il y a toujours manipulation. Et on adapte à chaque fois nos visites selon les demandes. Donc moi, j'ai des enseignants, par exemple, qui nous disent on veut travailler sur telle période. Donc là, nous, on va sortir les archives, on va travailler en amont, et ça nous permet en fait d'axer vraiment sur ce que veulent les enseignants. Et là, voilà, c'est le jeu de société qui avait été créé par des collégiens. On l'avait fait en 2 exemplaires, donc un a été remis à l'établissement scolaire et l'autre maintenant est en accès libre pour les visiteurs. Il n'est pas simple, c'est un niveau... on va dire lycée adulte, voilà. Mais les visiteurs aiment bien s'essayer aussi à ce jeu. Et il y a des questions à la fois sur l'histoire de la presse, le métier de journaliste, et aussi sur l'imprimerie, puisqu'on est quand même avant tout aussi un musée de l'imprimerie. Alors, on va pouvoir avoir un temps de questions. Pendant que vous aiguisez vos questions, j'en pose 2. Une première question un peu factuelle. Quand vous dites que vous avez des archives, alors du coup, maintenant, il y a un peu une ambiguïté sur le terme d'archives, parce que ensuite, j'ai cru comprendre que c'était uniquement les collections. Ça, vous n'avez pas des archives du journal. Alors, on a tout récupéré. Parce qu'en fait, quand l'atelier a été fermé, il est resté tel quel. Donc, toutes les archives administratives aussi... Et ça n'a pas été exploité par les historiens ? Pas tous. Il y a eu déjà des thèses qui ont été faites, oui. un travail dessus, mais pour l'instant, c'est vrai que c'est au musée, voilà, dans des boîtes, voilà, mais c'est pas encore... personne n'a vraiment travaillé dessus. Voilà. Bon. Et on a tous les journaux papier, voilà, de 1878 à aujourd'hui. Et puis j'ai une autre question, alors plutôt pour vous, parce que ce qui me frappait dans cette table ronde, c'est que on voyait ça très bien dans le premier exposé, mais aussi dans le vôtre.
la presse devient archive, l'imprimerie devient scénographie, vous disiez c'est exotique, vous disiez finalement ils ne connaissent pas très bien le journal, beaucoup ne connaissent pas le journal, on a l'impression tout d'un coup qu'on leur fait découvrir des manuscrits du Moyen-Âge. Il y a un effet qui est un peu vertigineux et qui est un peu inquiétant. Enfin, moi je trouve aussi d'exotisation de l'objet. Et ce qui me frappait aussi dans les ateliers que vous proposez, c'est que c'est beaucoup d'ateliers de contenu, sur le contenu, où vous réfléchissez sur la manière dont la presse, effectivement, met en scène la société, etc. Et que, finalement, quand il y a eu une analyse un peu plus critique sur la forme même, c'était dans l'atelier où vous compariez presse numérique et presse papier, et que finalement la critique, elle portait plutôt sur la presse numérique, qui était une presse, vous l'avez dit, vous attirez leur attention à juste titre sur le sponsor, mais il y a déjà aussi au XIXe siècle des sponsors, si vous voulez, qui interviennent. Et donc, je me disais, et je trouve que c'est normal, mais c'est une vraie question, tous ces processus de construction de fake news, de viralité, de diffamation qui étaient également monnaie courante dans la presse papier du 19e, etc. Est-ce qu'on n'a pas tendance, et je pense que c'est un réflexe normal, mais je pose la question, est-ce qu'on n'a pas tendance à aller un peu les neutraliser parce qu'on doit faire primer une sorte de mise en avant de la question de l'information, de la presse, et on a tellement à lutter contre la question des réseaux sociaux, etc., qu'on a tendance à valoriser notre objet comme un objet transparent, la presse du 19e par exemple. Peut-être parce qu'ils sont trop jeunes aussi. Alors oui, la façon dont vous posez la question, du coup, induit presque la réponse. Oui, effectivement, on a une volonté, puisque ça s'adresse à des lycéens et des collégiens, une volonté pédagogique un peu surlignée pour effectivement les mettre en alerte avec l'outil qu'eux, ils ont, qui est leur smartphone. C'est vraiment l'outil qu'ils utilisent pour avoir accès à l'information. Maintenant, c'est du 100%, faut pas se faire d'illusions. La presse, mais ça peut être une presse numérique, la presse papier qui devient presse numérique. Donc, ils ont accès au monde comme ils ont accès à TikTok. Mais du coup, en fait, en les faisant travailler sur les publicités, parce qu'on allait un petit peu vite, mais en les faisant travailler sur les publicités, ils voient très très bien aussi qu'au XIXe siècle, il y a tout le charlatanisme autour de la médecine, par exemple, avec, je ne les ai plus en tête, mais voilà, tout ce qui peut vous aider à guérir de tout, mais qui ne vous guérira de rien. Ça aussi, ils peuvent le voir, quoi. Et voilà, c'est plus en allant vers eux à chaque fois qu'il y a un dialogue qui se construit, et on peut rentrer un peu dans le détail et, comme vous le dites, montrer que c'est pas parce que c'est du 19e que c'est bien et que la presse était mieux au 19e siècle qu'elle ne l'est maintenant, mais elles ont toutes leurs qualités et elles ont toutes leurs défauts, et c'est un petit peu ça qu'on essaye de faire avec eux dans un laps de temps assez réduit. Donc on fait au mieux comme on peut. Voilà. Ça peut être aussi des questions plus générales de bilan, puisqu'on entre ou des remarques peut-être sur le parcours que nous avons fait durant toute cette journée, puisqu'on arrive à la phase de conclusion de la journée. Sur les classes que vous accueillez, c'est sur les gens viennent d'où? Est-ce qu'ils viennent de très loin? Parce que c'est quand même un endroit exceptionnel. Alors, on a beaucoup de Bressans. Pour le coup, on travaille beaucoup avec les écoles de notre territoire. Mais sur les sorties de fin d'année, ça peut être Côte d'Or, Jura, l'Ain aussi.
Donc, non, ils peuvent venir de loin. Et généralement, quand ils viennent à la journée. Donc, ils vont prendre plusieurs animations. Donc, il va y avoir la visite forcément de l'atelier et après un atelier plus pratique, soit sur un travail de la presse, soit un travail autour de la typographie, par exemple. Et vous êtes combien dans ce... Alors, en fait, l'Écomusée, c'est une association. Donc, nous, on est basé à Pierre-de-Bresse. Donc, on est une quinzaine. L'équipe de médiation, on est 4. Et on tourne sur les 10 sites. Et au total, on accueille plus de 10 000 scolaires à l'année, mais sur le musée de Louhans, on est vers 1500-2000 scolaires. Voilà. Je suis Amandine Paco, je suis responsable des collections patrimoniales à la médiathèque de Mâcon. Et du coup, le cas de Pierre-de-Bresse, Louhans m'intrigue un petit peu par rapport à la conservation. Parce qu'en fait, nous, par exemple, alors je m'écarte peut-être un peu de la presse, mais en fait, on conserve beaucoup des manuscrits qui ont lié à la Bresse et à Louhans. Et en fait, on s'est toujours un petit peu interrogé sur la manière dont vous pouviez traiter, signaler ou conserver vos fonds. Alors, je ne sais pas si on s'écarte un peu, mais du coup... Les journaux, en tout cas, ne sont pas inventoriés. Donc, ils ne font pas partie de notre collection, en fait. Et en plus de ça, le musée de Louhans avait vécu un incendie dans les années 2007 ou 2008. Alors, le musée n'a pas été touché, mais forcément, quand les pompiers ont voulu arrêter le feu, il y a eu de l'eau et la salle archive a été touchée, en fait. Et donc, il avait fallu envoyer sur Paris pour sauvegarder un petit peu les journaux. Mais c'est vrai que pour l'instant, nous, il n'y a pas vraiment de travail de fond fait sur ces journaux-là. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va conclure. Et donc, peut-être que... merci d'abord à vous, merci à tous les intervenants, merci au public. Et je vais peut-être redonner la parole à Maude. Alors, elle va peut-être parler aussi de la table du libraire. Oui, je voulais vous remercier tous les intervenants d'avoir fait le déplacement, des déplacements parfois un peu difficiles, avec des trains bloqués par-ci par-là. Merci à vous d'avoir assisté à cette journée. Vous pouvez faire un tour vers Delphine, il n'y a pas d'obligation d'achat, mais vous pouvez quand même passer par elle. Il y a encore des tas de questions, je suis sûre, dans vos têtes, mais vous avez maintenant tous les contacts qui vous ont été donnés. Si tous les intervenants sont d'accord, on diffusera les supports qui ont été projetés aujourd'hui. Et puis, je vous remercie encore une fois. À bientôt. À l'année prochaine, peut-être, pour une autre thématique. Merci beaucoup.